Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et aujourd'hui nous allons discuter avec le colonel Larry Wilkerson. Il sera avec nous dans une minute. Ils vont me séquer ce type comme du charbon brésilien. Comment ça va Larry? Ça a été une journée mouvementée. Tant de gens posent des questions sur Quantico. Commences vous eu un problème technique avant de commencer? Et nous sommes en retard. Désolé pour cela. Non, c'était moi. J'ai même pas essayé de venir avant d'avoir 10 minutes de retard. Larry, commençons. Nous avons parlé de la réunion organisée par le Pentagone et ils essayent de discuter avec des colonels, des généraux et des amiraux. Celui de Quantico, celui dont je parlais à l'instant. C'est de ça que tout le monde veut parler. Oui. Mais après tout, Larry, en regardant ce qui s'est passé, c'était tellement bizarre. La prestation de Pete Hegseth et de Donald Trump. Qu'est-ce que c'était? Je peux comprendre Pete Hegseth parce qu'il travaillait comme reporter, comme journaliste à Fox News. Il ressent la même chose. Il a l'impression d'être le secrétaire à la défense des États-Unis. En ce moment, le secrétaire à la guerre des États-Unis. Mais c'était tellement étrange. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il essayait de dire quelque chose aux gens, au public, son public. Quel était le message à votre avis? C'était absolument bizarre. Je ne peux pas le décrire autrement. Et tout aussi étrange, mais bienvenu, selon mon point de vue de professionnel militaire, était la réaction stoïque de son auditoire. Je veux dire, ils étaient vraiment imprégnés de ce que je qualifierais d'éthique pure dans l'armée américaine, probablement plus que dans n'importe quelle autre armée au monde. Je ne dis pas cela à la légère. Et c'est qu'ils avaient parlé aux anciens, Milley et d'autres comme Milley, Politon par exemple. Et c'est quelque chose de très important chez les officiers généraux et les amiraux. On écoute les anciens parce que les anciens y sont déjà passés, ils l'ont vécu. Leur expérience est riche. Et ils sont venus avec l'idée, on va juste rester assis ici. Nous n'allons afficher aucune expression faciale notable. Nous n'allons pas applaudir d'une manière particulière. Nous n'allons rien reconnaître de ce qui est dit, comme si nous étions pour ou contre, et nous allons simplement rester assis ici. C'était vraiment une performance spectaculaire, mais dans un style très retenu de la part d'environ 300 de ces généraux et amiraux. Et c'était probablement la seule attitude qu'ils pouvaient adopter, à part se lever tous ensemble et partir en signe de démission. J'ai d'ailleurs eu cette discussion avec le général il y a quelques minutes, juste avant que nous commencions et juste après avoir terminé avec le juge, car il m'avait envoyé un courriel pour leur reprocher de ne pas s'être levés et d'être partis. Et je lui ai répondu, général, je lui ai dit, que se passerait-il pour la véritable sécurité des États-Unis s'ils faisaient cela? Parce qu'il s'agirait d'abandonner toutes les positions clés de l'armée américaine devant nos ennemis à la télévision. Et ce serait impensable. Il y a trop en jeu en ce moment. Nous faisons face à une guerre potentielle. Je pense qu'elle arrive. Elle arrive comme un train lancé à toute vitesse. Avec l'Iran, cela pourrait devenir nucléaire. Et nous voyons les Européens être tellement stupides. Ils continuent de jouer avec la Russie au point que la Russie pourrait prendre des mesures vraiment drastiques. Et nous nous retrouvons avec deux théâtres qui ont le potentiel de devenir des guerres nucléaires. Et toute la direction militaire américaine va démissionner en signe de protestation.
Je veux dire, c'est vraiment absurde. Je les aurais blâmés s'ils avaient fait ça. C'est absurde. Vous avez laissé votre pays sans défense. C'était donc une situation étrange. Et la présidence Trump, ce spectacle de clown qu'elle représente, et la flagornerie de Hegseth dans ce même spectacle, ainsi que son statut de simple lieutenant, il ne monte pas plus haut que lieutenant, le langage utilisé sur scène ne compensait rien du tout. C'est un véritable cirque à 3 pistes. Trump est le clown principal au centre, Hegseth est le clown dans la piste de gauche, et Rubio est le clown à droite qui essaie de fomenter une guerre avec le Venezuela. C'est un spectacle de clown, mais un spectacle de clown très dangereux. Et je reconnais au commandement militaire d'avoir compris cela et de n'avoir en rien réagi pour aggraver et approfondir cette crise. Voici une partie de putsch très étrange, Matty. FAFO. Si nécessaire, nos troupes peuvent en traduction. Translate that for you. Un peu de rire dans le public, probablement à cause d'un excès de partisans. C'est juste que il parlait comme un E6, oui, un E6 dans les forces spéciales, un sergent-chef dans les forces spéciales. C'est comme ça qu'il parlait. Un sergent-chef dans les forces spéciales, qui en Afghanistan par exemple, aurait probablement été poursuivi pour usage excessif de la force, pour avoir désobéi aux règles d'engagement, ce qu'il suggérait de faire depuis sa position sur scène. Voilà ce qu'il est. Il ne vaut pas mieux qu'un sergent-chef. Il ne vaut pas mieux que je ne veux pas dénigrer les sergents-chefs ou les sous-officiers en général. Je compare simplement le cerveau de Hegseth à celui de quelqu'un qui est un criminel de guerre potentiel à chaque minute de son service et qu'il faut surveiller de près pour l'empêcher de commettre des crimes de guerre. C'est en quelque sorte l'image que Hegseth a donnée. Et malheureusement, Nima, malheureusement, c'est devenu la culture des forces spéciales, les forces d'opération spéciales, les Rangers, les SEAL, les équipes spéciales que nous avons pour la lutte contre la drogue et tout le reste. C'est devenu la culture de ce groupe de personnes. Il y a un livre qui vient de sortir et il va y avoir un événement de l'Institut Kinsey avec l'auteur de ce livre. Je recommande à tout le monde aujourd'hui d'y prêter attention, car cet homme va vous expliquer ce que nous avons fait aux forces d'opération spéciales dans l'armée américaine. Nous les avons corrompus. Nous les avons laissés s'en tirer après avoir commis des meurtres. Trump en a même gracié certains qui s'en étaient sortis après avoir été inculpés et condamnés, et ensuite il les a graciés. Et Hegseth ferait la même chose, affirmant qu'ils étaient empêchés de remplir leurs devoirs, que pour votre pays, vous pouvez tuer, vous pouvez torturer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà l'éthique des forces spéciales de l'armée américaine aujourd'hui, ou du moins de trop nombreux d'entre eux. Et c'est ce que Hegseth encourageait. C'est de cela qu'il parlait. Et il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux. C'est la seule guerre, la seule période en uniforme qu'ils connaissent. Et même cela n'était pas très significatif. Qui essaie-t-il d'intimider? Il parle des ennemis. Il essaie de les pousser à se lever et à partir. Oui, il essaie de les pousser à se lever et à partir. C'était ça l'impulsion. Partez. Il ne pensait pas que beaucoup d'entre eux partiraient, bien sûr. Mais quelques-uns auraient suffi à donner l'exemple. Et je crois comprendre qu'il y en a un ou deux qui se sont effectivement levés en disant « Je m'en vais, je pars ». Et maintenant, ils parlent d'accords de non-divulgation, ils parlent de tests au polygraphe, ils évoquent toutes sortes de moyens de vérifier la loyauté de ces officiers qui sont restés stoïques et n'ont pas vraiment réagi à Trump ou à Hegseth. Leur réaction à Trump était absolument la plus étrange, mais aussi la plus compréhensible que j'ai jamais vue face à un commandant en chef. Et Trump a violé tout ce que le commandant en chef est censé incarner. Et Hegseth l'a fait explicitement. Il y a,
Je suis désolé, une réglementation du DOD. D'accord? Réglementation du DOD. Cela s'appelle 1344.10 et cela prescrit le comportement du personnel en uniforme dans une sorte de circonstance politique, qu'elle soit pseudo ou réelle. Et c'est explicite sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Vous aviez le commandant en chef là-haut, créant une aura politique pour ces hommes devant lui. Et vous aviez le secrétaire à la défense faisant la même chose, disant essentiellement, dans les mots prononcés là, tous les deux, Trump de façon plutôt incohérente, mais Hegseth de manière assez cohérente. Nous allons entrer dans les villes, nous allons les nettoyer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ce n'est pas le rôle de l'armée. C'est une violation de tout pourquoi la Constitution a été créée. C'est une violation du Pos Comitatus. C'est une violation de toutes les pratiques, de toutes les valeurs que l'armée a tenté d'inculquer à ses rangs, en particulier à ses officiers généraux. Ce n'est pas que cela n'ait jamais été enfreint, mais en général, la personne qui le fait est sévèrement punie. Ce que le président et le secrétaire ont fait est inadmissible. Nous avons une expression, Donald Rumsfeld l'a supprimée, mais elle est très révélatrice. C'est l'expression « Autorité nationale de commandement », ANC. Toute ma carrière, j'ai vécu sous cette expression. Ce que Rumsfeld a fait, c'est dire qu'il n'y a qu'une seule autorité nationale de commandement, et c'est le commandant en chef. Il a donc supprimé l'expression parce que NCA signifiait le secrétaire à la défense et le président. Selon Rumsfeld, il ne s'agissait que du président, donc ils l'ont abandonné. Mais c'était une bonne expression, car il y a deux civils dans la chaîne de commandement. Le président qui donne l'ordre ultime et le secrétaire à la défense qui veille à son exécution. Les deux sont civils pour une raison, car nos fondateurs n'auraient jamais toléré des personnes en uniforme à ces postes. Maintenant, si vous êtes à la retraite, nous avons fait des exceptions. Nous avons accordé des dérogations, à commencer par le général Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Mais même cela témoigne du fait que nous n'aimons pas avoir des personnes en uniforme à ces postes. Et bien sûr, un président n'est normalement pas un officier militaire. Ou s'il l'est, il a quitté ce milieu depuis longtemps. Eisenhower a peut-être été le plus récent à avoir vraiment été un officier militaire d'une certaine importance, un général 5 étoiles. Mais il a même eu la sagesse d'aller diriger l'université Columbia et de faire d'autres choses avant de se présenter à la présidence. On ne veut pas que cette autorité nationale de commandement soit corrompue par une incursion dans le domaine militaire. C'est ce qu'a fait Hegseth. Et c'est ce que Trump a essayé de faire. Bien sûr, personne n'aurait mis Trump. Il aurait été absolument impossible pour Trump d'entrer dans le domaine militaire parce qu'il est gros et qu'il n'est pas en forme. Il est vieux. Il est stupide. Il n'y arriverait jamais. Mais Hegseth, vous savez, il est là-haut, mec macho, regardez mes tatouages, tout ça. Et il parle comme s'il faisait partie des troupes, des soldats de base, des forces spéciales qui ont abandonné le régime des conventions de Genève, les règles de la guerre et le droit de la guerre terrestre et tout ce qui s'y rapporte. Et il parle comme il le ferait en tant que lieutenant ou sergent dans les forces spéciales, sans rien d'autre à faire que tuer des gens, et il savoure le fait de n'avoir rien d'autre à faire que tuer des gens. C'est l'autorité nationale de commandement qui s'adresse ainsi à ses généraux. C'est inadmissible, et je suis sûr qu'ils l'ont pensé. Et cette idée que Patton ou Stockdale, l'amiral Stockdale, vous vous souvenez du commentaire qu'il a fait à propos du fait que s'ils étaient là, ils seraient, vous savez, scandalisés par ce que nous avons fait à notre armée, woke et tout le reste. L'amiral Stockdale se serait levé après la 3e ou 4e phrase prononcée par Hegseth et serait parti.
sans aucun doute. C'est l'homme qui a été le candidat à la vice-présidence de Ross Perot bien après avoir quitté l'armée, qui a enseigné l'éthique au Naval War College, qui était un stoïcien remarquable, si l'on peut dire. Il suivait la philosophie stoïcienne. C'est un homme qui aurait dit, comme il l'a fait, « Qu'est-ce que je fais ici ?» Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Amber, vous êtes trop jeune, mais il était dans les débats en tant que candidat à la vice-présidence. Et après quelques questions qui étaient vraiment stupides, il a juste regardé le modérateur et a dit « Qu'est-ce que je fais ici ?» Pourquoi suis-je ici? Et il est parti. C'était Stockdale. Et Patton serait monté sur scène et aurait giflé Hegseth sans ménagement. Et l'autre général, c'était Schwarzkopf. C'était une insulte à Patton, Schwarzkopf et Stockdale, une insulte totale de dire ce qu'ils ont dit. Donc il ne connaît même pas son histoire, et il ne connaît même pas ses chefs militaires, pas plus que Trump. Trump ne s'intéresse pas à l'histoire. Il ne le fait tout simplement pas. Ce que Trump a dit à propos des scientifiques et du changement climatique, qu'ils perpétraient une supercherie et qu'ils étaient donc mauvais, il pense la même chose de son histoire et des historiens. Ils perpètrent eux aussi un mal. Ils sont mauvais. Eh bien, la personne mauvaise, c'est Trump. Pas les historiens, pas les climatologues. La personne mauvaise, c'est Trump. La personne qui perpétue une supercherie, c'est Trump, pas les scientifiques. Larry, il déplace des avions ravitailleurs des États-Unis vers l'Europe, puis de l'Europe vers le Qatar. Tout comme ils l'ont fait avant la dernière attaque. Qu'est-ce que c'est? À quel point sommes-nous proches d'une guerre entre les deux? Vous le savez probablement, Bibi est retourné en Israël et après avoir dit à Donald Trump que tout allait bien avec l'accord de cessez-le-feu et la fin ultime de la guerre à Gaza, il est rentré et en hébreu a dit à tout le monde que ce n'était pas vrai. La guerre continue, les FDI vont tous les tuer, nous allons finir la guerre. Donc ce sac de mensonges et de duplicité recommence. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait ce qui arrive. Il n'aura pas à parler à Donald Trump. Il n'aura pas à s'excuser. Il n'aura pas à se mettre à genoux. Il ne l'aurait de toute façon jamais fait. Il a maintenu sa coalition, ce qu'il n'aurait probablement pas fait s'il était revenu en disant à Trump qu'il était d'accord. Et il sait qu'il va partir en guerre contre l'Iran. Et il sait que les États-Unis vont le suivre. Cela va annuler, cela va effacer tout ce qu'il a dit ou promis à Trump. Donc il s'en fiche. Nous allons partir en guerre, Nima. Nous allons encore partir en guerre contre l'Iran. Quel serait l'avantage de cette nouvelle guerre? Quel est, selon vous, l'objectif principal? Eh bien, tout d'abord, et avant toute autre considération, il s'agit de préserver la coalition de Bibi Netanyahou et Bibi Netanyahou lui-même. Point final. Son pouvoir et sa position, le premier objectif. Le deuxième objectif est d'empêcher les États-Unis de le forcer à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire concernant Gaza, la Syrie, le Liban et d'autres endroits, je le crains. J'entends par exemple, de mes contacts à Bagdad, qu'il se prépare également à la guerre. J'entends dire que l'Égypte pourrait aussi être sur le sentier de la guerre. J'entends que les restes des forces au Liban, principalement le Hezbollah, sont prêts à agir. J'entends qu'il y a des éléments ailleurs dans la région qui pourraient entrer dans la mêlée avec leur puissance aérienne. Pensez à l'Arabie Saoudite, pensez au Qatar, par exemple. Donc, et j'entends aussi, et c'est très inquiétant, et je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais j'entends de la part de personnes qui ont rencontré Raisi, le président et d'autres Iraniens à New York, non seulement qu'ils ont modifié la fatwa, passant d'une interdiction des armes nucléaires à une interdiction de leur utilisation, ce qui, en quelque sorte, leur ouvre la voie pour en construire une, s'ils ne l'ont pas déjà fait.
Et j'entends aussi qu'ils ne vont pas seulement attaquer Israël, ils vont attaquer d'autres intérêts dans la région. C'est ainsi que cela m'a été présenté. Et j'ai posé la question, voulez-vous dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït? Non, je parle des installations américaines dans ces pays. Donc ils vont attaquer directement les États-Unis. Oui. Est-ce censé être un moyen de dissuasion? Est-ce censé être un bluff? Je ne sais pas. Je ne serais pas surpris s'ils en avaient assez, s'ils ont marre de cette situation. Et si Israël recommence la guerre de manière sérieuse, alors ce sera fini pour Israël. En plus, ils feront autant de dégâts qu'ils le pourront aux installations américaines dans la région. Et ils pourraient causer beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Qu'ils puissent couler un porte-avions s'ils se trouvaient à portée de l'un de leurs missiles à grande vitesse, ou d'une salve de ces missiles, c'est, je dirais, une probabilité de 60 à 70%. Et là, tout s'emballe, Nima. On se dirige alors vers une guerre régionale. On se demande ce que feront la Russie et la Chine si cela commence de façon aussi flagrante et écrasante. Que feront-ils? Alors c'est quoi cette histoire de plan de paix? Qu'essaient-ils d'accomplir avec ce plan de paix? Est-ce une sorte de couverture pour ce qu'ils font? Celui auquel Bibi aurait soi-disant adhéré. Eh bien, je pense qu'au final, c'est Tony Blair. C'est essentiellement Tony Blair qui dirige une sorte de consortium qui transformerait Gaza en ce que Trump veut en faire, une immense entreprise destinée à générer de l'argent, et ainsi de suite. Et peut-être que cela donne une apparence de potentiel pour un État double à terme, afin de satisfaire les membres des accords d'Abraham et de les ramener dans le jeu. Je ne pense pas que ça va fonctionner, et je sais que cela ne fonctionnera pas avec ce que Bibi est allé dire en hébreu, à savoir, je ne pensais rien de tout cela. Nous allons poursuivre cette guerre. Nous allons la poursuivre jusqu'à l'extermination du Hamas. Les otages, tant pis. Il ne l'a pas dit explicitement, mais c'est essentiellement ce qui était sous-entendu. Et je sais que je suis en sécurité, du moins pour l'instant, parce que je vais faire la guerre à l'Iran et que les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de venir avec moi. Larry, je suis peut-être trop pessimiste concernant ce que fait Donald Trump, mais il me semble que Donald Trump a proposé ce genre de plan à cause de la position de Netanyahou en Israël. Parce qu'il y a des gens qui exercent beaucoup de pression sur Netanyahou et son gouvernement à propos des otages, et ils essaient de dire à ces personnes, « Voyez, nous faisons tout notre possible. Regardez Donald Trump. Il a proposé un plan de paix. Ils ne vont pas le signer. Nous devons continuer le conflit. » D'une certaine manière, il légitime ce que fait Netanyahou. Je pense que Netanyahou a abandonné les otages il y a longtemps. Vraiment. Je ne crois pas qu'il en ait quoi que ce soit à faire. Et il s'en fiche parce qu'il considère qu'ils sont un obstacle à l'accomplissement de sa mission, pour ainsi dire. Après tout, Larry, si quelque chose... Maintenant, vous avez mentionné que l'Iran attaquerait les bases américaines au Moyen-Orient. Mais, n'est-ce pas un peu étrange? Pensez-vous que la Turquie sait ce qui se passe? Se soucie-t-il vraiment de ce qui se passe au Moyen-Orient? Quel est le rôle de la Turquie? Eh bien, la Turquie est membre de l'OTAN, le pilier solide du flanc sud de l'OTAN, ce qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, car l'OTAN est en train de s'effondrer. Je pense qu'Erdogan, vu ses actions passées et tout ce fiasco qui l'entoure, se contenterait de rester là et d'observer. Je ne pense pas qu'il agira. Maintenant, si Israël commençait à vraiment vaciller, s'effondrer sérieusement, sombrer dans le chaos, les Juifs partant dans tous les sens, c'est ce qui arriverait.
J'ai appris l'autre jour, Nima, que plus d'1,5 million de Juifs ont déjà quitté Israël. 1,5 million. Malgré toutes les restrictions que Netanyahou a imposées sur les voyages, il y en a quand même 1,5 million qui ont eu assez d'argent ou de relations pour partir. Dans ce cas, si tout s'effondrait complètement et que ce n'était pas nucléaire, Erdogan pourrait bouger. Mais c'est la surprise pour que ce type agisse. En ce qui concerne le trait de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, pensez-vous qu'il va? Bonne question. Good question. Good question. Bonne question, pose-la. Vas-y, pose-la. Ask it. Comment ça va-t-il se passer? Very good question, because I think that's probably Très bonne question, car je pense que c'est probablement signé avec du sang. Et c'est probablement signé avec du sang, pas nécessairement avec la direction civile, mais avec l'ISI et l'armée pakistanaise. Et en particulier avec la partie de ces deux institutions qui supervisent plus ou moins les armes nucléaires. Cela signifie donc que l'Arabie Saoudite dispose d'une arme nucléaire à sa disposition, prête à être utilisée quand elle le souhaite. Vous savez, je suis fermement convaincu que lorsque Mohammed Ben Salman est devenu ministre de la Défense et a pris ce portefeuille, l'une des premières choses qu'il a faites a été d'aller à Islamabad et de dépenser environ 20 milliards de dollars saoudiens, 20 milliards de dollars américains. Je pense que c'était un contrat avec Islamabad concernant à l'époque la possibilité que l'Iran développe une arme nucléaire. Islamabad lui a dit, « Vous aurez 20 milliards de dollars. » Islamabad said to him, "You will have 20." I don't know what the number is, but 20 is sort of military. Je ne connais pas le chiffre exact, mais 20, c'est un peu militaire. J'en voudrais environ 20. Donc 20 armes arriveront immédiatement quand l'Iran fera un essai, ou si l'on sait que l'Iran possède une arme nucléaire. C'est l'accord. Maintenant, c'est gravé dans le marbre. Je veux dire, c'est un pacte de défense désormais. Je ne sais pas si c'est une partie de l'accord, mais je sais que mes contacts me disent que cela inclut « Si c'est nucléaire, nous serons avec vous, nous serons de votre côté. » Donc on a une toute nouvelle donne. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran et du Pakistan. Il y a aussi le fait que la Chine soutient le Pakistan. Mais il est également vrai que la Chine a un intérêt particulier dans ce chemin de fer du Sud, qui passe maintenant par l'Iran. Et il y a aussi le fait qu'il y a un rapprochement entre ses anciens ennemis, l'Iran, Riyad et d'autres, dans cette région complexe. Qu'est-ce que ça signifie en termes de ce qui pourrait arriver aux installations américaines dans la région? Si l'Iran avait le sentiment de devoir les attaquer parce qu'il aurait été attaqué en premier par Israël et les États-Unis, les Saoudiens se soucieraient-ils vraiment que des installations américaines soient attaquées, tant que l'Iran ne s'en prendrait qu'à elles? Aucune installation pétrolière concernée, uniquement des installations américaines. Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque le Qatar est attaqué par Israël. Est-ce qu'il resterait simplement spectateur si seules des installations américaines étaient visées? Je veux dire, on pourrait attaquer Al-Udeid et simplement frapper les avions stationnés au sol. Il ne serait pas nécessaire de causer beaucoup de dégâts à la base aérienne. Il suffirait d'anéantir les avions américains au sol. Et une attaque surprise suffirait largement à cela. Et ce serait, je pense que ce serait une surprise. Je pense que ce n'est pas quelque chose auquel le commandement central des États-Unis s'attendrait. Donc vous savez, deux peuvent jouer à ce jeu de la surprise. Deux peuvent jouer à ce jeu de duplicité, et il est grand temps que les Perses en usent un peu contre les Arabes et contre Israël. Et je soupçonne que peut-être les gardiens de la Révolution et l'armée nationale, et peut-être même le Conseil des gardiens et le Majlis en particulier, ça a été assez virulent, assez belliqueux. D'accord, on s'engage à fond, on va affronter ces salauds. Je ne leur en voudrais pas du tout. Je veux dire, l'histoire est tout simplement trop riche de moments où ils ont été enfin assez en colère pour faire quelque chose contre le grand Satan. Tu es iranien, qu'en penses-tu?
You're The- Iranian. How do you feel about it? Yeah, 2 days ago, Larry, there was an interview with Il y a 2 jours, Larry, il y a eu une interview avec l'ancien chef du Conseil de sécurité du Parlement en Iran. C'est un homme politique de longue date, un haut responsable. Il connaît tout sur la défense. Il a dit « Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement iranien est si timide lorsqu'il s'agit de parler de ses capacités militaires. Je sais que l'Iran a le pouvoir de mener n'importe quelle guerre jusqu'à l'Armageddon. Ils sont tellement puissants. Je sais ce qui se passe, compte tenu des capacités de l'armée iranienne. Pourquoi sont-ils si réticents à en parler avant qu'il ne se passe quelque chose? Vous savez, je regarde cela, et c'est tellement dangereux. À tout point de vue, je trouve que le conflit serait extrêmement dangereux s'ils entraient en guerre totale contre l'Iran. To a full-out war against Iran. Nima, if I were in charge of Nima, si j'étais actuellement responsable du pouvoir militaire de l'Iran, et je ne suis pas persan, je ne peux pas me mettre à leur place, mais si je l'étais, en tant que professionnel militaire aux commandes, je déploierais toute ma capacité, à l'exception de ce que je jugerais nécessaire, au cas où les États-Unis interviendraient massivement. Parce que je ne pense pas qu'ils aient besoin de tout cela pour s'occuper d'Israël. Et je dévasterai Israël. Je l'anéantirai. Je l'anéantirai complètement. Et je pense que ça pourrait se produire en 48 heures. Ensuite, j'annoncerai simplement, vous voulez combattre les États-Unis? Il me reste beaucoup de moyens, mais je ne veux pas vous combattre. Quand Israël serait en train de brûler, de s'effondrer et de s'écrouler, et Dieu nous préserve qu'ils utilisent une arme nucléaire dans ce scénario, mais là, ce serait un tout autre jeu. Alors je dirais aux États-Unis, arrêtons-nous. Nous avons éliminé les personnes que nous voulions éliminer. Vous pouvez intervenir et les aider à se reconstruire. Mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup de succès à ce niveau-là, car nous les avons vraiment détruits. Si vous voulez continuer à vous battre, nous le ferons, mais nous préférerions éviter. Voilà comment je procéderai. J'anéantirai Israël, je les anéantirai tout simplement. Et il ne faudrait que 48 heures, 96 heures tout au plus, peut-être même moins. Ensuite, une fois ce fait accompli, visible pour les États-Unis, je l'annoncerai. Nous ne voulons pas nous battre contre vous. Nous ne voulons pas nous battre contre vous. Mais nous le ferons si nous y sommes obligés. Je ne le ferai pas simultanément. Je sais que ce serait plus efficace et que ça aurait un effet de surprise, une surprise tactique et opérationnelle, s'ils frappaient partout en même temps. Mais cela réduirait aussi leur capacité à simplement anéantir Israël, car ils devraient consacrer une partie de leurs forces à d'autres cibles. Et cela ne leur donnerait aucun levier contre les États-Unis. Ils auraient un levier considérable si Israël n'était plus qu'un champ de ruines, un fait accompli. Et ils pourraient dire aux États-Unis, « Nous ne voulons pas nous battre avec vous. Nous avons réglé le problème de l'ennemi. L'ennemi était hors de contrôle. Il tuait des Palestiniens à un rythme inimaginable. Il commettait un génocide. Nous avons fait ce que la Cour internationale aurait dû faire. Nous avons fait ce que l'ONU aurait dû faire. Nous avons en effet fait ce que vous auriez dû faire à votre place. Maintenant, nous ne voulons pas nous battre avec vous à ce sujet. Alors, arrêtons-nous là. C'est ce que je ferai en tout cas. Je pense que tous ces États arabes seraient plus qu'heureux si cela arrivait, du haut en bas. Ils ont tellement peur de parler, mais on peut le sentir. Comment la population, l'opinion publique, perçoit Israël? Oui, cela se passe aussi dans ce pays, surtout chez les moins de 40 ans. C'est ce qui a causé des problèmes à Charlie Kirk, parce qu'il s'est rendu compte que, de son point de vue, tout ce qu'il faisait pour renforcer MAGA, pour mobiliser les jeunes en particulier, pour rallier les jeunes au camp d'Israël, etc. Il a compris que tout cela affaiblissait son mouvement principal,
parce qu'il y avait tellement de jeunes qui se demandaient pourquoi tout cela se passait concernant Israël. Et il a essayé dans cette longue lettre que j'ai lue 2 fois ce matin, il a essayé dans cette longue lettre de le dire à Netanyahou dans un langage très très mesuré. Mais on le voit dedans. On le sent dedans quand il lui dit « Vous êtes en train de perdre ces gens-là ». Par conséquent, vous perdez l'avenir. Eh bien, c'est ce qui se passe partout chez les jeunes démocrates. Et cela arrive dans une certaine mesure chez les jeunes MAGA, les jeunes républicains et conservateurs. C'est ce que disait Charlie. Et je pense que c'est ce qui lui a attiré des ennuis. Mais ils n'y prêtent aucune attention. Ils persistent simplement. Ils embauchent plus d'entreprises, lancent davantage de campagnes de relations publiques, essayent d'en capter davantage. Regardez Larry Ellison et ces types qui l'accompagnent, Horowitz et les autres, qui essayent de récupérer TikTok, qui veulent s'assurer que cette perte d'influence ne continue pas, qu'ils reprennent l'avantage pour Israël. Je pense qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont perdu. Et ce sont les jeunes qui sont en train de perdre. Et c'est ça l'avenir. Malheureusement, dans le cas de l'Ukraine, nous sommes revenus à la case départ. Et vous savez, Keith Kellogg a dit que la Russie n'a aucune chance de gagner la guerre. Voici ce qu'il a déclaré. Il ne peut pas surpasser l'OTAN. Il ne peut pas surpasser l'Occident. Il ne le peut tout simplement pas. Il n'en a pas la capacité. J'ai parlé à des hauts responsables à Washington, D.C. et on m'a posé exactement cette question. La Russie peut-elle gagner cette guerre? J'ai répondu non, elle ne le peut pas. Après 3 ans et de telles pertes, elle n'a pas la capacité de gagner la guerre. Qui sont les hauts responsables qui lui fournissent ces informations? Je vais vous dire une chose. C'est exactement le même genre de situation qui se passe actuellement avec le Venezuela. Le Venezuela a son propre Ahmad Chalabi, pas pour le Venezuela, mais pour les 5% du pays. Et toutes les informations qui parviennent à Trump, il ne veut pas des renseignements de la CIA, de la DIA, de l'INR, ni d'aucune des agences de renseignement officielles, sans parler de Tulsi Gabbard. Il n'en veut pas. Et le directeur de la CIA n'est qu'un sycophante. Il reçoit ces informations de personnes comme Miller et Laura Loomer, et il les obtient de 2 personnes. Rodil, un Israélien qui travaille avec l'opposition vénézuélienne, le genre de Juan Guaido, et Gary Berntsen, qui était agent de la CIA, a été expulsé d'Afghanistan après avoir échoué à Tora Bora, et qui travaille maintenant dans une société privée, encaissant des millions et des millions de dollars de ce groupe au Venezuela. Fabriquant des renseignements contre Maduro et sur Trinité et Tobago et les transmettant à Trump. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, Nima? Est-ce que cela te rappelle Curveball et Colin Powell aux Nations Unies en février 2003? Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe avec le Venezuela. Nous fabriquons des renseignements avec un très petit groupe de personnes qui ont un intérêt financier direct dans ces informations et ils les transmettent au président par l'intermédiaire de personnes qui ne sont pas des professionnels du renseignement. Et le président y croit. La même chose se produit avec des gens comme Kellogg, Petraeus et d'autres en ce qui concerne l'Ukraine. Ce sont de faux renseignements sur la Russie et ses capacités, et cela alimente la guerre, permet de la gagner. Et on transmet aussi de fausses informations sur tout, des pertes humaines aux mesures de perturbation. C'est fou ce qui se passe, Nima. Il y a 2 théâtres de guerre sur lesquels on ment au président des États-Unis, qui n'aime pas les professionnels du renseignement parce qu'ils ne lui disent pas ce qu'il veut entendre. Kellogg lui dit ce qu'il veut entendre. Et ce type, Rodil ainsi que Berntsen, transmettent au président via Laura Loomer, Stephen Miller et d'autres, ce qu'il veut entendre. Et donc, c'est ainsi que nous menons notre politique stratégique.
Nous agissons en réalité sur la base des intérêts de personnes qui ne sont pas investies dans les intérêts des États-Unis, mais dans leurs propres revenus, leur propre réputation, leur propre capacité à interpréter le champ de bataille comme Kellogg et les autres. Kellogg devrait partir. Il devrait partir, mais il ne le fera pas parce qu'il dit à Trump ce que Trump veut entendre, tout comme ces autres personnes. C'est George Bush à grande échelle en matière de renseignement. Je veux dire, Cheney fabriquait tout de toutes pièces et le présentait au président comme preuve que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. La CIA a été forcée par Cheney de faire la même chose. Powell a été forcé par Cheney d'aller à l'ONU et de faire la présentation. Tout cela a été fabriqué, Nima. La même chose se produit en ce qui concerne le Venezuela, et la même chose se produit en ce qui concerne l'Ukraine. Voici ma grande crainte. Cela se produit aussi en ce qui concerne ces personnes tuées de manière extrajudiciaire en haute mer. Maintenant, le seul bateau cigarette, c'était probablement un bateau transportant de la drogue. Je n'en doute pas. J'ai vu leur bande de surveillance prise depuis l'avion de la garde côtière qui le suivait depuis si longtemps. Je pense qu'il s'agissait probablement de drogue. Mais malgré tout, on ne le fait pas sauter sans aucune forme de procès, à moins d'être Donald Trump et qu'il s'en fiche. Violation du droit international, violation des conventions de Genève. C'est comme si je te voyais à un coin de rue, sur New York Avenue, à New York, en train de vendre de la cocaïne, Nima, et qu'il y avait une file de 1000 personnes sur New York Avenue pour acheter ta cocaïne. Et je suis policier ou membre d'une milice à Washington, D.C., je m'approche de toi, tu vends de la cocaïne. Je prends mon fusil et je t'abats. Il y en a d'autres dans le coin pour que je les abatte aussi. Pas de procédure régulière, pas d'arrestation, pas d'information sur ses droits, pas de procédure judiciaire, pas de procès, juste l'abattre. C'est la même chose. C'est juste que ça se passe en mer. C'est ce qu'on fait maintenant. Larry, la situation en Europe devient vraiment étrange, surtout en ce qui concerne le Royaume-Uni. Je ne sais pas si tu as entendu Ben Wallace, l'ancien secrétaire à la défense britannique, parler de la Crimée, de la façon dont il perçoit la Crimée et de ce qu'ils peuvent faire. Je pense que ce que nous devons garder à l'esprit, c'est ce qui motive Poutine. Poutine est fasciné par l'idée de dominer l'Ukraine, de prendre l'Ukraine. La Crimée, c'est la Russie, et la Russie, c'est la Crimée. Il a proclamé la Crimée en 2014. Si vous lisez ses discours de 2014, il compare la Crimée à la Sainte Montagne. Nous devons donc aider l'Ukraine à acquérir des capacités de longue portée pour rendre la Crimée invivable. Nous devons étouffer la Crimée. Et je pense que si nous faisons cela, Poutine comprendra qu'il a quelque chose à perdre. Si ce n'est plus habitable, ou si cela ne peut plus fonctionner, et ce pont, nous avons besoin des missiles Taurus de l'Allemagne, nous devons détruire le pont de Kerch, car c'est un monument à l'ego de Poutine. Et je pense que si nous faisons cela, Poutine réalisera soudainement qu'il a quelque chose à perdre. Et puis il y aura 1 ou 2 missiles d'interception, ou 3, ou 4, ou 20, ou 60, qui arriveront avec des ogives nucléaires. Ce type est fou. Il est complètement fou. Il ne reconnaît pas que la Russie est une puissance compétitive sur la scène mondiale, avec la Chine, avec l'Inde et bien sûr avec l'Amérique. C'est une superpuissance dans un monde multipolaire, si vous voulez. Je n'aime pas le terme superpuissance. Mais c'est l'une des puissances de même rang dans un monde multipolaire, un monde multinodal, comme aime l'appeler l'ambassadeur Freeman. En d'autres termes, ce n'est pas la Grande-Bretagne, monsieur l'Ancien. Ce n'est pas la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un petit pays assis sur une île vivant dans l'ombre de l'Empire américain. Espèce d'imbécile, tu vas faire tuer des gens, tu vas déclencher une guerre mondiale, tu vas provoquer un échange nucléaire,
et tu t'en fiches complètement. Tes paroles viennent de me prouver que tu t'en fiches. Tu vaux pas mieux que Kellogg. Et j'en ai assez de l'Angleterre. Je dois te dire que j'ai été anglophile pendant des années et des années. J'adore Londres, j'adore le pays de Galles, j'adore l'Écosse, j'adore l'Irlande. J'aime, tu sais, l'Angleterre. Mais j'en ai assez de ce gouvernement minable à Londres. Et apparemment, d'après les énormes manifestations qui ont eu lieu, les Anglais aussi. Le problème de l'Europe, c'est que les gens ne peuvent rien faire. Tu as raison, tu as raison. Et aucun autre endroit que l'Angleterre n'a été à la tête de ce mouvement, celui de réprimer son peuple. Je veux dire, un gars m'a dit l'autre jour, « Tu n'oses même pas respirer dans une rue de Londres, tu te fais arrêter. » Je n'arrive pas à y croire. J'allais à Londres depuis 25 ans avec ma femme avant qu'elle ne meure. Chaque année, à chaque Noël, on y passait le Nouvel An. Je ne reconnais plus la ville. Le Londres de Keir Starmer est draconien, absolument draconien. Et le roi Charles devrait avoir honte de lui, mais il aurait déjà dû avoir honte à l'époque. La princesse Diana, elle se démènerait pour condamner ce que vivent les gens en Angleterre aujourd'hui. Nous avons un problème avec cette attitude, qui consiste à traiter les gens de nom, le président russe ou le président chinois. Et en ce moment, Donald Trump traite tout le pays de tigre de papier. Oui, 2 fois. 11 fuseaux horaires d'une base industrielle de défense qualifiée de tigre de papier, qui produit plus d'obus d'artillerie en un mois que nous ne pouvons en fabriquer en un an, qui fabrique des missiles hyper véloces à un rythme environ 12 ou 15 fois plus rapide que le nôtre. Il pourrait produire des chars ou n'importe quel autre instrument de guerre 5 à 6 fois plus vite que nous. Leur économie tourne à plein régime. Regardez les statistiques de 2025 qui sont déjà disponibles. Le pétrole a diminué en termes de contribution à l'économie russe, tandis que d'autres secteurs ont vu leur part augmenter. Ces gens-là fument vraiment de la mauvaise cam, Nima. Ils devraient changer de dealer. Oui, merci beaucoup, colonel. Thank you so much, Colonel. Désolé de m'emporter autant, mais je vous assure, ces gens-là me mettent vraiment en colère. J'arrive à la fin de ma vie et je dois composer avec des idiots. Et comme je l'ai dit au juge aujourd'hui, ils vont s'en prendre à nous. Ils vont s'en prendre à tous ceux qui disent la vérité. As-tu vu l'interview d'Edward Snowden? Incroyable. Je reçois des emails de militaires et d'autres personnes qui disent « Je ne savais pas que ce type était aussi intelligent. Je ne savais pas vraiment ce qu'il défendait. Pourquoi est-il en Russie? Ce gars sait ce qui se passe. » Oui, c'est vrai. Il sait ce qui se passe. Il avait prédit ce qui allait arriver, et pas qu'un peu. Et maintenant, il est encore plus éloquent qu'il ne l'était quand je l'ai entendu à William & Mary, tu sais, en visioconférence depuis Moscou. Et c'est un héros. C'est un héros aux yeux de gens dont je n'aurais jamais pensé qu'il le serait. C'est un patriote. Et il dit le very. Oui, c'est incroyable. C'est vrai. C'est que vous en êtes arrivé à ce point de votre vie et que vous voyez votre pays s'effondrer autour de vous. Et nous nous dirigeons vers une guerre civile dans ce pays. Nous allons vers une guerre civile. Vous écoutez le gouverneur Pritzker faire son discours. Je veux dire, vous savez, il ne vaut mieux pas aller dans le South Side avec cette milice. Il y a 20 armes à feu par personne dans le South Side de Chicago. Il semble que, dans l'esprit de Donald Trump, chaque solution soit une solution militaire. Il ne se soucie de rien d'autre. Et il n'a jamais servi un seul jour de sa vie. Jamais servi un seul jour de sa vie. Éperon osseux.
Éperon osseux. Au moins George W. Bush, a fait partie de la garde nationale du Texas. Il assistait rarement aux réunions, mais il était dans la garde nationale du Texas. Et si vous demandez à son père pourquoi il était dans la garde nationale du Texas, eh bien nous voulions l'empêcher d'aller au Vietnam. Merci beaucoup, Larry. Merci Nima, à vendredi. Continue ce que tu fais, mais fais attention à tes vols aussi. Ils viendront te chercher au Brésil. Yeah. Oui, oui, nous avons Lula ici. Voyons s'il bouge et je vais gagner. 27 ans, c'est pour ça qu'il est là-dedans. Il ne va pas écoper de cette peine. Tant mieux. Il n'aurait pas pu arriver quelque chose de mieux à quelqu'un d'autre. Prends soin de toi. À bientôt. Prends soin de toi.